Au commissariat, mon ex a dit, elle a vendu notre fils pour de l'argent de drogue, j'ai toujours su qu'elle ferait quelque chose comme ça. Le détective a hoché la tête. Ma belle-mère a crié en pleurant. Je suis resté là, tremblant. Puis ma fille de 7 ans a dit, dois-je leur dire où papa a caché mon frère et ce que grand-mère a dit à ce sujet? L'officier avait l'air choqué. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lorsque ma fille de 7 ans, Penny, s'est levée dans cette froide salle d'interrogatoire de la police et a demandé si elle devait leur dire où son papa avait caché son petit frère, chaque adulte dans la pièce a retenu son souffle. Les néons au plafond bourdonnaient, projetant des ombres dures sur des visages figés par le choc. Le sourire suffisant de mon ex-mari, Garrett, a disparu. Les sanglots théâtraux de sa mère, Dorothy, se sont interrompus en pleine plainte. Le stylo du détective Walsh a cessé de bouger sur son calepin. Et moi, j'ai senti mon cœur repartir après 18 heures d'une terreur étouffante. Laissez-moi revenir en arrière, car vous devez comprendre qui nous étions tous avant que ce moment ne fasse voler en éclats tout ce que nous pensions savoir les uns des autres. Je suis Rena Mitchell, j'ai 32 ans, et jusqu'à il y a 18 heures, je pensais que la pire chose qui pouvait m'arriver était déjà arrivée lorsque j'ai divorcé de Garrett 8 mois plus tôt. Je travaille comme graphiste indépendante depuis chez moi, ce qui signifie que les pantalons de yoga sont mon uniforme et le café, ma bouée de sauvetage. Mes amis me considèrent comme la personne responsable, l'organisatrice, celle qui code par couleur son calendrier et n'oublie jamais les autorisations de sortie scolaire. Cette femme a disparu au moment où j'ai réalisé que mon fils de 3 ans avait disparu. Garrett Mitchell, mon ex-mari, était assis en face de moi dans cette salle d'interrogatoire comme s'il était chez lui. 34 ans, directeur régional des ventes pour une entreprise de technologie, le genre de type qui portait encore sa bague universitaire et parlait de ses jours de gloire en tant que quarterback. Les femmes le trouvaient charmant avec son sourire facile et cette petite fossette sur sa joue gauche. Moi aussi, je le trouvais charmant, jusqu'à ce que je découvre qu'il avait dilapidé nos économies au jeu et maximisé des cartes de crédit dont j'ignorais même l'existence. Maintenant, cette fossette me rappelait simplement chaque mensonge qu'il m'avait raconté avec ce même sourire confiant. Dorothy Mitchell, la mère de Garrett, était perchée sur le bord de sa chaise comme un vautour en vêtements de marque. 58 ans, mais essayant désespérément d'en paraître 40, elle portait assez de bijoux pour approvisionner une petite boutique. Les larmes qui coulaient sur son visage avaient déjà creusé des ruisseaux sombres dans son fond de teint. Mon pauvre petit-fils, n'arrête-t-elle pas de gémir, serrant un mouchoir qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Dorothy ne m'avait jamais aimé. Selon elle, je n'étais pas assez bien pour son précieux fils. Pas assez jolie, pas assez riche, pas assez soumise. Et puis il y avait Penny, ma fille de 7 ans, assise dans un coin avec sa boîte de crayons de couleur étalée sur une petite table. Des cheveux bruns coiffés en 2 nattes soignées que j'avais faites la veille au matin, à l'époque où notre plus grand souci était de savoir si elle finirait ses devoirs avant son cours de danse. Elle portait son pull violet préféré avec une licorne dessus, celui qu'elle insistait pour porter 3 fois par semaine. La plupart des gens sous-estimaient Penny parce qu'elle était silencieuse, toujours à observer, parlant rarement à moins qu'on ne lui adresse la parole. Mais derrière ses grands yeux bruns se cachait un esprit à qui rien n'échappait, qui n'oubliait rien et qui comprenait bien plus de choses qu'une élève de CE1 ne devrait avoir à comprendre. Et Théo, mon petit garçon, 3 ans et porté disparu depuis 18 heures. 18 heures qui m'ont paru 18 ans. Théo avec son obsession pour les dinosaures et son rire contagieux. Théo qui appelait les papillons des vol-abeilles et insistait pour porter sa cape de Superman pour aller à l'épicerie. Théo qui aurait dû être dans notre jardin en train de jouer avec ses camions, mais qui s'était évanoui comme de la fumée pendant que j'étais à l'intérieur pour répondre à des emails professionnels. Le détective Walsh était assis en bout de table, un homme d'une 50aine d'années qui semblait en avoir trop vu et pas assez dormi. Sa partenaire, l'agente Rivera, se tenait près de la porte et prenait des notes. La salle d'interrogatoire sentait le café brûlé, le désinfectant, avec cette odeur sous-jacente de désespoir qui ne quittait probablement jamais ses murs. « Madame Mitchell, disait le détective Walsh quelques instants avant que Penny ne prenne la parole, votre ex-mari a fait des allégations sérieuses. Il prétend que vous avez des difficultés financières et que vous avez mentionné avoir désespérément besoin d'argent. Ce n'est pas ce qui s'est passé, ai-je dit, ma voix brisée par des heures de pleurs et de cris au nom de Théo. J'ai mentionné que les frais de scolarité de l'école privée étaient chers. Tous les parents disent ça. Ça ne veut pas dire que j'ai vendu mon enfant. Garrett s'est adossé à sa chaise, les bras croisés.
Détective, vérifier ses relevés bancaires. Vérifier son téléphone. Elle a rencontré des hommes étranges. Les voisins les ont vus aller et venir. Des trafiquants de drogue, probablement. C'étaient des entrepreneurs qui réparaient notre fuite de toit, ai-je rétorqué. Et mon frère qui m'aidait à installer un nouveau chauffe-eau. Tu le sais, Gareth. Tu sais exactement qui ils étaient. Les lamentations de Dorothy se sont intensifiées. Elle ne nous laissait jamais assez voir les enfants. Toujours à trouver des excuses, toujours à prétendre qu'ils étaient occupés ou malades. Elle cachait quelque chose. C'est alors que Penny a levé les yeux de son coloriage, un crayon vert encore à la main. Sa voix était petite mais claire, tranchant le chaos des adultes comme une lame dans du papier de soie. Devrais-je leur dire où papa a caché mon petit frère et ce que mamie a dit à ce sujet? La pièce est devenue silencieuse. Et dans ce silence, tout a changé. La bataille pour la garde avait été brutale. Le genre qui laisse tout le monde avec des cicatrices et personne de victorieux. 8 mois plus tôt, j'avais découvert que Gareth menait une double vie. Pendant que je calculais le budget des courses et découpais des coupons de réduction, il pariait des milliers de dollars sur des matchs de sport et des sites de poker. Les relevés de cartes de crédit que j'avais trouvés cachés dans sa voiture racontaient une histoire de retrait au distributeur de casino à 3 heures du matin et d'avance de fonds qui m'avait retourné l'estomac. 47 000 dollars de dettes dont je ne savais rien. Lorsque je l'ai confronté, il ne s'est même pas excusé. Il a dit que je ne comprenais pas la pression qu'il subissait au travail, que le jeu l'aidait à faire face, qu'il allait tout regagner. Le divorce a été prononcé en janvier. Le juge m'a accordé la garde principale de Penny et Théo, Gareth ayant les week-ends et les mercredis soirs. Il s'est battu avec acharnement, amenant Dorothy à chaque audience où elle témoignait sur le père dévoué qu'il était, sur le besoin des enfants d'avoir leur père, sur le fait que j'étais vindicative. Mais le juge n'a pas été dupe. La dépendance au jeu, la tromperie financière, le fait que Gareth avait manqué 12 événements scolaires de Penny mais n'avait jamais manqué une soirée de poker. La décision était claire. J'étais le parent stable. La pension alimentaire a été fixée à 1800 cents par mois calcul. Et sur la base des salaires de 60000 et de nos 2 enfants. Gareth a réagi comme si je lui avais demandé un rein. Tu me saignes à blanc, m'a-t-il envoyé par SMS à plusieurs reprises. Tu détruis ma vie. Pendant ce temps, je savais qu'il venait d'acheter une nouvelle moto et d'emménager dans une résidence de luxe avec piscine et salle de sport. Ce mardi matin a commencé comme n'importe quel autre. Je me suis réveillé à 6h30, j'ai préparé Penny pour l'école, lui ai fait ses toasts à la fraise préférée et lui ai tressé les cheveux pendant qu'elle me parlait de son projet de science sur les papillons. Théo s'est réveillé vers 7h, arrivant dans la cuisine en pyjama dinosaure, les cheveux en bataille, traînant son T-Rex en peluche nommé Mâche-Fer. Maman, je peux jouer dehors après le petit déjeuner? A demandé Théo, du sirop coulant sur son menton depuis la gaufre que je lui avais préparée. Après avoir terminé ma réunion du matin, mon chéri, ensuite nous irons dehors ensemble. Mais mon client a appelé pour une urgence. Tout leur site web avait planté et ils avaient besoin de corrections immédiates avant le lancement de leurs produits à midi. Juste 30 minutes, me suis-je dit, en installant Théo dans le jardin avec son bac à sable et ses camions. Notre jardin était entièrement clôturé, une clôture d'intimité de 1,80 m tout autour avec un portail doté d'un loquet compliqué que Théo ne pouvait pas atteindre. Je pouvais le voir depuis la fenêtre de mon bureau. J'ai vérifié à 10h30. Il faisait des routes dans le bac à sable, se parlant à lui-même de cette manière adorable des enfants de 3 ans, créant des conversations entières entre ses camions jouets. J'ai souri et je suis retourné à mon code. Le client n'arrêtait pas de m'envoyer des messages avec d'autres modifications. Plus que 10 minutes, ai-je pensé. À 11h, je suis allé le chercher pour une collation. Le portail était ouvert. Le jardin était vide, à l'exception de son camion rouge préféré abandonné dans le sable. Théo, ai-je appelé, ma voix déjà tendue d'inquiétude. Théo, où te caches-tu? J'ai vérifié derrière l'abri de jardin, à l'intérieur de la cabane de jeu, derrière chaque buisson et chaque arbre. Mes appels se sont transformés en cris. Théo, ce n'est pas drôle. Sors tout de suite. Madame Chen, la voisine, est venue à sa clôture. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Avez-vous vu Théo? Il était juste là. Le portail est ouvert. Elle a immédiatement secoué la tête, sortant son téléphone. Je vais vérifier ma caméra de sécurité. J'ai couru dans le quartier en pantoufles et en pyjama, criant son nom jusqu'à ce que ma gorge me brûle.
Les ouvriers du chantier de la nouvelle maison, 3 portes plus loin, ont arrêté leur travail pour aider à chercher. Le facteur l'a signalé par radio. En 20 minutes, la moitié du quartier cherchait, mais Théo avait disparu. Mon appel au 911 était à peine cohérent. Mon fils a disparu. Il a 3 ans. Cheveux bruns, yeux bruns, environ 90 cm. Il porte un t-shirt de dinosaure, le vert avec le T-Rex, et un short bleu. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. Le premier agent est arrivé en 7 minutes. Puis un autre, puis le détective Walsh. Ils ont demandé des photos récentes, ce qu'il aurait pu emporter avec lui, s'il avait des endroits préférés dont il parlait. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à déverrouiller mon téléphone pour leur montrer des photos. C'est alors que Garrett est arrivé avec Dorothy, à peine 1 heure après mon appel au 911. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'avait pas l'air paniqué pour son fils disparu. Au lieu de cela, il est entré avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un calcul froid mêlé à une satisfaction à peine dissimulée. « Où est-il, Rena ?» Sa voix portait une accusation, pas une question. « Que as-tu fait de notre fils ?» Dorothy pleurait déjà, son mascara coulant sur ses joues. « Je t'avais dit qu'elle n'était pas apte à les avoir. Je t'avais dit que quelque chose comme ça arriverait. » Et je suis resté là, en pyjama, des taches d'herbe sur mes genoux après avoir rampé sous les buissons, mon petit garçon disparu pendant qu'ils jouaient leur spectacle de reproches répétés. Au poste de police, la performance de Garrett était tout simplement théâtrale. Il s'est assis en avant sur sa chaise, les mains jointes comme un père inquiet, mais ses yeux trahissaient toute autre chose. Le triomphe. Détective Walsh, vous devez vérifier ses relevés téléphoniques. Vérifier ses comptes en banque. Vérifier tout. Il a marqué une pause pour les faits, jetant un coup d'œil à sa mère avant de continuer. Rena a des difficultés financières depuis des mois. La semaine dernière, elle m'a appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus payer les cours de danse de Penny. Elle a dit qu'elle était désespérée, qu'elle ferait n'importe quoi pour de l'argent. C'est un mensonge complet. Les mots m'ont échappé. J'ai dit que les cours de danse étaient chers quand tu as refusé de payer ta part comme le stipule le jugement de divorce. Tu déformes tout. Garrett m'a ignoré, s'adressant directement au détective. Elle a agi de manière erratique ces derniers temps. Demandez à ses voisins à propos des hommes étranges qui vont et viennent de la maison à toute heure. Des hommes différents, détectives, parfois 2 ou 3 par semaine. Mon estomac s'est noué. Il parlait de mon frère Mike, qui avait passé 3 jours à réparer notre toit qui fuyait. Le technicien de la climatisation qui avait réparé notre appareil, le livreur d'épicerie qui apportait nos commandes hebdomadaires. Garrett savait exactement qui était chaque personne car je lui avais envoyé un SMS à chaque fois que quelqu'un devait entrer dans la maison, conformément aux exigences de communication de notre accord de garde. C'étaient des entrepreneurs et des livreurs. Garrett, tu as les SMS. Je t'ai envoyé chaque notification comme requis. Dorothy a choisi ce moment pour intensifier sa performance. Elle s'est levée, pointant un doigt manucuré vers moi, sa voix tremblant d'une rage fabriquée. Tu n'as jamais mérité ces bébés. Toujours si fière, si indépendante, refusant notre aide. Garrett a proposé de les prendre tant de fois, t'as pratiquement supplié de les laisser rester avec lui où ils seraient en sécurité et bien soignés. Mais non, tu devais être têtu. Tu devais prouver que tu pouvais tout faire seul. Madame Mitchell, senior, a calmement interrompu le détective Walsh. Veuillez vous asseoir. Nous essayons d'établir les faits ici. Mais Dorothy n'avait pas fini. Les faits ? Le fait est qu'elle est instable depuis le divorce. Dépressive, anxieuse, probablement droguée. Qui sait de quoi elle est capable ? Mon pauvre petit-fils vendu à Dieu sait qui pour de l'argent de la drogue. Elle s'est effondrée sur sa chaise avec un sanglot théâtral. Je n'ai jamais consommé de drogue de ma vie, ai-je dit, ma voix stable malgré la rage qui montait en moi. Faites-moi un test tout de suite. Cheveux, sang, ce que vous voulez. Le détective Walsh a pris des notes pendant que sa partenaire, l'agent Rivera, observait les réactions de chacun. Monsieur Mitchell, ce sont des accusations graves. Avez-vous des preuves de consommation de drogue ou de ces problèmes financiers que vous décrivez ? Garrett a sorti son téléphone avec l'assurance d'un homme tenant une quinte Flush Royale. Il y a 3 semaines, elle m'a envoyé un SMS pour me demander une avance sur la pension alimentaire du mois prochain. Quand j'ai dit non, elle est devenue hostile. Elle a dit que je le regretterais, qu'elle trouverait l'argent ailleurs. Je me souvenais de cet échange différemment.
J'avais demandé le paiement de la pension 2 jours plus tôt car Théo avait besoin d'antibiotiques et mon client indépendant n'avait pas encore payé. Gareth avait répondu avec des émojis qui rient, peut-être que tu devrais mieux gérer ton budget. Montrez-leur mes mots exacts, ai-je défié. Montrez-leur où j'ai dit que je trouverais de l'argent ailleurs ou que je vous ai menacé. Gareth a fait défiler son téléphone, fronçant les sourcils. Elle a dû les supprimer de mon téléphone d'une manière ou d'une autre. Elle est douée en technologie. Pendant tout ce chaos, Penny était assise dans son coin, coloriant méthodiquement l'image d'une maison. Mais je connaissais ma fille. Quand elle coloriait si soigneusement, si silencieusement, elle écoutait chaque mot. Son crayon vert se déplaçait en trait parfait tandis que ses yeux allaient et venaient entre les adultes dans la pièce. Il y a plus, a continué Gareth, sa voix baissant jusqu'à un murmure inquiet. Le mois dernier, Théo est venu à mon appartement avec des bleus sur les bras. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a dit « Maman était en colère ». Les enfants ne mentent pas sur des choses comme ça. Il est tombé des barres de singe, ai-je crié, perdant finalement mon sang-froid. Tu étais là. Tu l'as emmené aux urgences avec moi. Tu as vu la vidéo de surveillance de l'aire de jeu. Dorothy a tamponné ses yeux avec son mouchoir. Elle a toujours une excuse, n'est-ce pas? Toujours une histoire, mais les mères qui vendent leurs enfants en ont toujours. Le détective Walsh a levé les yeux de ses notes. Madame Mitchell, quelqu'un peut-il confirmer où vous étiez ce matin? Des témoins qui ont vu Théo dans le jardin? Madame Chen a des caméras de sécurité. Elle est déjà en train de les vérifier. J'étais en appel vidéo avec des clients. Vérifiez mon ordinateur. Tout est horodaté. Pratique, a marmonné Gareth. Elle a eu des heures pour se créer un alibi. C'est alors que Penny a posé son crayon. Elle a regardé directement son père, puis le détective, puis est revenue à son coloriage. Maman n'a pas vendu Théo, a-t-elle dit de sa petite voix claire. La pièce s'est tournée vers elle. Le détective Walsh s'est agenouillé à côté de sa chaise, sa voix douce. Comment sais-tu cela, ma chérie? Penny a pris un crayon bleu, l'examinant attentivement avant de répondre. Parce que j'étais réveillée la nuit dernière quand papa est venu chez nous. Le silence qui a suivi était assourdissant. La pièce est tombée dans un silence complet. Le visage de Gareth est passé de confiant à blanc craie en l'espace de 2 secondes. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air avant qu'il ne parvienne enfin à parler. Elle est confuse. Les enfants inventent des choses quand ils ont peur. Ça a été traumatisant pour elle. Mais Penny a secoué la tête lentement, délibérément, tout en continuant de colorier comme si nous discutions de la météo. Non, papa. Je ne suis pas confuse. Tu es entré par la porte de derrière, celle avec la serrure cassée que tu avais dit que tu réparais mais que tu n'as jamais fait. Tu avais promis de la réparer il y a 3 mois quand tu vivais encore avec nous. Mon esprit s'est emballé, les pièces s'emboîtant comme un horrible puzzle. La serrure cassée de notre porte arrière que Gareth avait insisté n'était pas urgente. Elle se verrouille toujours, avait-il dit. Personne ne va entrer par effraction par ton jardin. J'avais l'intention d'appeler un serrurier, mais j'avais continué à le reporter, faisant confiance à la clôture et au loquet. Mon Dieu, comme j'avais été stupide. Le détective Walsh est resté au niveau des yeux de Penny, sa voix restant douce mais prenant une nouvelle acuité d'urgence. Penny, c'est très important. Peux-tu me dire exactement ce que tu as vu la nuit dernière? Dorothy s'est levée brusquement. C'est ridicule. Vous allez traumatiser davantage l'enfant en lui faisant inventer des histoires. Gareth, dis-leur d'arrêter de la harceler. Asseyez-vous, Madame Mitchell, a dit fermement l'agent Rivera. Ce n'était pas une demande. Penny m'a regardé et j'ai hoché la tête de manière encourageante malgré la peur qui me parcourait les veines. Dis-leur ce que tu as vu, ma chérie. Dis la vérité. Je me suis réveillée parce que j'ai entendu Mâche faire tomber, a commencé Penny, faisant référence au dinosaure en peluche de Théo sans lequel il ne dormait jamais. La chambre de Théo est à côté de la mienne et les murs sont fins. J'ai entendu la voix de papa dire « Chut, mon grand. On part à l'aventure. » Théo adore les aventures. Les mains de Gareth étaient si serrées que ses jointures étaient blanches. C'est de la folie. J'étais à mon appartement toute la nuit. Vérifié avec la sécurité de mon immeuble. Mais Penny a continué, sa voix stable et claire. Je suis sorti du lit et j'ai regardé par la fente sous ma porte. Je pouvais voir les chaussures de papa, les marrons avec la tache de peinture de quand il a aidé à peindre notre clôture. Il portait Théo,
et Théo était très endormi, tenant toujours sa couverture. Elle a été coachée, a crié Dorothy. Rena lui a mis ses idées en tête. C'est de l'aliénation parentale. Le détective Walsh a levé la main pour demander le silence, sans jamais quitter Penny des yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ma chérie? Je suis allé à ma fenêtre pour voir où ils allaient. Mamie Dorothy était dans la voiture de papa dehors, la grise avec la bosse à l'arrière. Elle était au volant et le moteur tournait. Je pouvais voir les feux rouges. Mon sang s'est glacé. Dorothy vivait à 2 heures de route à Scottsdale. Sa présence dans la voiture signifiait que c'était planifié, coordonné. Ce n'était pas une violation de garde de dernière minute. C'était un enlèvement. Petite menteuse, Dorothy s'est précipitée vers Penny, mais l'agent Rivera lui a attrapé le bras. Comment oses-tu inventer des histoires aussi horribles sur ta grand-mère? Penny n'a pas bronché. Elle a juste pris un autre crayon et a ajouté des fenêtres à la maison qu'elle dessinait. Mamie, tu portais ta veste bleue, celle avec les boutons dorés, et tu avais ton grand sac à main, celui où tu gardes des bonbons, mais tu ne nous en donnes qu'un seul parce que tu dis que maman nous donne trop de sucre. Le détective Walsh s'est levé lentement, son attitude changeant complètement. Monsieur Mitchell, je vais avoir besoin que vous me donniez votre emploi du temps pour la nuit dernière, spécifiquement entre minuit et 3 heures du matin. C'est du harcèlement, a balbutié Garrett. Ma fille est clairement confuse, elle a probablement rêvé. Les enfants ont une imagination débordante. Alors ça ne vous dérangera pas de nous montrer les données de localisation de votre téléphone, a dit l'agent Rivera, se rapprochant de Garrett. Ça devrait être facile de prouver que vous étiez à votre appartement toute la nuit. Penny a posé son crayon et a regardé directement le détective Walsh. Il y a plus. Hier, quand mamie a appelé papa, je l'ai entendu en haut-parleur dans sa voiture quand il est venu me chercher à l'école. Elle a dit qu'après que papa nous aura récupérés, ils déménageront chez elle en Arizona. Elle a dit que maman aurait l'air folle et ne nous retrouverait jamais. Elle a dit que les billets d'avion étaient déjà achetés. Des billets d'avion, la voix du détective Walsh s'est faite plus vive. Penny, as-tu entendu autre chose à propos de ces billets d'avion? Mamie a dit qu'ils étaient pour jeudi matin. C'est demain. Elle a dit qu'il devait d'abord faire passer maman pour une mauvaise personne pour que personne ne la croie quand nous disparaîtrions. Garrett s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Je veux un avocat tout de suite. C'est une chasse aux sorcières. Mais le détective Walsh faisait déjà signe à l'agent Rivera, qui est sorti pour passer un appel. Le détective s'est retourné vers Penny, sa voix urgente, mais toujours douce. Penny, sais-tu où ton papa a emmené Théo? As-tu entendu où il disait qu'ils allaient? Penny a hoché la tête. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti une lueur d'espoir. Je sais où est Théo, a annoncé Penny, posant son crayon avec la même délibération calme qu'elle avait montrée tout au long de cet interrogatoire. Papa lui a dit qu'ils allaient au chalet spécial, celui près du Grand Lac où nous allions pêcher avant que toi et papa n'arrêtiez de vous aimer. Le chalet de grand-père Joe. Le visage de Garrett est passé de pâle à gris. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Papa a vendu ce chalet il y a des années. Non, il ne l'a pas fait, a dit simplement Penny. Tu as dit à maman qu'il l'avait vendu, mais grand-père Joe m'a dit à Noël dernier qu'il l'avait gardé pour quand toi et maman vous ne seriez plus en colère l'un contre l'autre. Il a dit que ce serait toujours notre endroit familial. Le détective Walsh était déjà en train de chercher quelque chose sur son ordinateur. Monsieur Mitchell, les registres de propriété montrent que votre père, Joseph Mitchell, possède toujours un chalet sur le lac Harrison, à 70 km au nord d'ici. Il a tourné son écran vers nous. Ce chalet? Dorothy a attrapé le bras de Garrett. Ne dis plus un mot. Pas un seul mot. Mais le détective Walsh ne les regardait plus. Il était sur sa radio, ses mots rapides et précis. J'ai besoin d'unités dépêchées au 4782 Les Harrison Road immédiatement. Récupération d'enfants possible. Approchez avec prudence. Homme âgé probablement sur les lieux avec un garçon de 3 ans. C'est de la folie, a explosé Garrett, mais sa voix s'est brisée de désespoir. Vous envoyez la police sur la base des fantasmes d'une fillette de 7 ans? L'agent Rivera est rentré dans la pièce, tenant son téléphone. Détective, je viens d'obtenir les données de la tour de téléphonie cellulaire de Monsieur Mitchell grâce à notre mandat d'urgence. Son téléphone a borné sur une tour près du lac Harrison à 2h17 cette nuit. La pièce a semblé basculer. Je me suis agrippé au bord de la table pour ne pas tomber. Ils avaient pris mon bébé pendant que je dormais, alors que j'étais dans la même maison,
croyant que les portes verrouillées et les cours clôturés signifiaient la sécurité. Il y a plus à continuer Rivera. La carte de crédit de M. Mitchell a été utilisée dans une station-service à 5 km du lac à 2h47. Les images de sécurité sont en cours d'extraction. Garrett s'est levé, sa chaise raclant le sol. Je veux mon avocat tout de suite. C'est un coup monté. Rena a tout planifié pour m'éloigner de mes enfants. Asseyez-vous, Monsieur Mitchell, a ordonné le détective Walsh, son attitude de gentil garçon complètement disparue. Vous n'êtes pas encore en état d'arrestation, mais cela peut changer très rapidement. Le sang-froid soigneusement construit de Dorothy a finalement complètement craqué. Vous ne comprenez pas. Elle a monté nos bébés contre nous. Garrett les voit à peine. Les pensions alimentaires le détruisent financièrement. Son appartement, les paiements de sa voiture, tout. Nous devions faire quelque chose. Maman, tais-toi, a rugi Garrett. Mais c'était trop tard. Nous devions faire quelque chose, a répété Dorothy, des larmes coulant sur son visage, mais celle-ci semblait réelle maintenant, désespérée. Le système est partial envers les pères. Personne ne se soucie qu'elle les empoisonne contre nous. Penny ne veut même plus me faire de câlins. Parce que tu sens la cigarette et que tu me pinces les joues trop fort, a dit doucement Penny, ajoutant un soleil à son dessin. La radio du détective Walsh a crépité. Chaque personne dans la pièce a retenu son souffle. Détective, nous sommes au chalet. Nous voyons du mouvement à l'intérieur, confirmant un homme âgé visible par la fenêtre. Approchons maintenant. Les 30 secondes les plus longues de ma vie se sont écoulées avant que la radio ne crépite à nouveau. Nous avons l'enfant. Répétez. Nous avons l'enfant. Il semble indemne. Il demande sa maman. L'homme âgé est Joseph Mitchell, 68 ans. Il dit que son fils lui a dit qu'il avait la garde d'urgence et qu'il avait besoin d'aide pour surveiller le garçon pendant quelques jours. Mes jambes ont flanché. L'agent Rivera m'a rattrapé avant que je ne touche le sol, me guidant vers une chaise. Théo était en sécurité. Mon bébé était en sécurité. De plus, détective, a poursuivi la voix. Nous avons trouvé des documents dans une chambre ici. Plusieurs billets d'avion pour Phoenix pour demain matin. Les noms sur les billets sont Garrett Mitchell, Dorothy Mitchell, Joseph Mitchell et 2 mineurs. Il y a aussi des documents qui semblent être des papiers de garde falsifiés. Penny s'est levée de sa table de coloriage et s'est approchée de moi. Elle est montée sur mes genoux, chose qu'elle faisait rarement, se considérant trop grande pour de telles choses. Je savais qu'il le trouverait, maman. Je me suis souvenu de tout, comme tu me l'as appris. Quand quelque chose ne va pas, souviens-toi de tous les détails. Le détective Walsh a regardé Garrett et Dorothy. Garrett Mitchell. Dorothy Mitchell. Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, complot en vue de commettre un enlèvement, fausse déclaration à la police et complot en vue de commettre une ingérence dans la garde. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que l'agent Rivera leur lisait leurs droits, les yeux de Garrett ont croisé les miens. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'y ai vu une peur réelle. Pas la peur de perdre de l'argent ou le contrôle, mais la peur de conséquences dont il ne pourrait pas se sortir en jouant. Rena, s'il te plaît, a-t-il commencé. Mais je me suis détourné, serrant Penny plus fort. Maman, a murmuré Penny. On peut aller chercher Théo maintenant? Oui, ma chérie, ai-je chuchoté en retour. On peut aller chercher ton frère. 2 heures plus tard, je serrais Théo si fort qu'il se tortillait dans mes bras, ses petites mains poussant contre ma poitrine. Maman, trop serré, a-t-il rigolé, complètement inconscient qu'il avait été un pion dans le jeu tordu de son père. Son t-shirt de dinosaure était froissé, ses cheveux en désordre, mais il était entier, en sécurité, et de retour là où il devait être. Papy Joe m'a donné de la glace pour le petit déjeuner. Pépites de chocolat. Penny était assise à côté de nous dans la salle familiale du poste de police, son livre de coloriage abandonné, observant son frère avec une intensité qui me brisait le cœur. Je l'ai gardé en sécurité, maman, a-t-elle murmuré. Je me suis souvenu de tout pour qu'il puisse le retrouver. Le détective Walsh a frappé et est entré avec une tasse de chocolat chaud pour Penny et du jus pour Théo. Madame Mitchell, je veux que vous sachiez quelque chose. Les capacités d'observation et le courage de votre fille ont sauvé cette affaire. Sans son témoignage, les choses auraient pu tourner très différemment. Il s'est assis en face de nous, son expression sérieuse, mais gentille. En 23 ans de métier, j'ai vu des enlèvements parentaux qui se sont terminés en tragédie. Des parents disparaissant à travers les frontières des États. Des enfants jamais retrouvés.
Votre ex-mari était à 40 minutes de prendre les 2 enfants dans cet avion de main. Les documents de garde falsifiés étaient sophistiqués. Ils avaient payé quelqu'un de cher pour les rendre légitimes. Joseph Mitchell, le père de Garrett, avait été interrogé mais n'avait pas été inculpé. Le pauvre homme était dévasté quand il a appris la vérité. Garrett m'a dit que tu avais fait une dépression nerveuse, avait-il dit à la police, la voix tremblante. Il a dit que le tribunal lui avait donné la garde d'urgence et qu'il avait besoin d'aide avec Théo pendant quelques jours pendant qu'il cherchait des centres de traitement pour Rena. Je n'ai jamais douté de mon propre fils. Que Dieu me pardonne, je n'ai même jamais appelé pour vérifier. Les conséquences juridiques ont été rapides et sévères. Garrett a été accusé d'enlèvement, de complot en vue de commettre un enlèvement, de fausses déclarations à la police et de complot en vue de commettre une ingérence dans la garde. La procureure, une femme nommée Linda Martinez, qui avait vu trop de cas de ce genre, m'a dit qu'il risquait de 5 à 7 ans s'il était reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Dorothy faisait face aux mêmes accusations, plus une accusation supplémentaire de tentative d'agression pour s'être jetée sur Penny dans la salle d'interrogatoire. La préméditation est ce qui va leur faire le plus de mal, a expliqué Linda lors de notre rencontre. Les billets d'avion achetés des semaines à l'avance. La tentative systématique de vous dépeindre comme une mère inapte en utilisant la serrure cassée qu'il n'a délibérément pas réparée. Ce n'était pas un parent désespéré prenant une mauvaise décision. C'était un plan calculé pour voler vos enfants et disparaître. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour terrifiant. Garrett a plaidé coupable pour une peine de 5 ans, avec possibilité de libération conditionnelle dans 3 ans. Il a perdu tous ses droits parentaux. Dorothy a écopé de 18 mois et d'une ordonnance restrictive permanente l'empêchant de s'approcher de mes enfants. Elle envoie toujours des lettres au tribunal affirmant qu'elle essayait de sauver ses petits-enfants, mais plus personne n'écoute. La serrure cassée a été remplacée par une serrure intelligente qui alerte mon téléphone chaque fois que quelqu'un s'approche de la porte. J'ai des caméras de sécurité maintenant, même si j'essaie de ne pas en être obsédé. Certaines nuits, je les vérifie encore 3, 4, 5 fois avant de pouvoir dormir. Je jette un coup d'œil dans les chambres de mes enfants pour regarder leur poitrine se soulever et se baisser, pour m'assurer qu'ils sont toujours là. Penny a commencé une thérapie, ce qui, je craignais, la ferait se sentir brisée ou différente. Au lieu de cela, elle m'a dit que cela l'aidait à comprendre que se souvenir des détails n'est pas un fardeau qu'elle doit porter seule. Le docteur Amy dit que mes capacités d'observation sont un super pouvoir, m'a-t-elle dit fièrement. Mais même les super-héros ont parfois besoin d'aide. La semaine dernière, elle m'a posé une question qui m'a laissé sans voix. Maman, pourquoi papa pensait-il que les gens croiraient que je mentais? Je me suis assise avec sa question un moment, choisissant mes mots avec soin. Parce que parfois, les adultes oublient que les enfants voient tout. Ils pensent qu'être silencieux signifie ne pas prêter attention. Ils pensent qu'être petit signifie être sans importance. Elle a hoché la tête solennellement, traitant cette information de sa manière prudente. Heureusement que je prêtais attention, hein? Heureusement, en effet. Ma fille de 7 ans avait sauvé son frère, non pas avec force ou autorité, mais par le simple fait de dire la vérité quand cela comptait le plus. Elle avait appris ce que trop d'adultes oublient. Parfois, la plus petite voix dans la pièce est celle qui porte le plus, surtout quand cette voix refuse d'être réduite au silence par le chaos qui l'entoure. Théo ne se souvient pas de grand-chose de son « aventure » avec Papy Joe. Parfois, il demande pourquoi il ne peut plus voir papa, et je lui dis des vérités adaptées à son âge. Papa a fait de mauvais choix et a besoin de temps pour en tirer des leçons. Cela semble le satisfaire pour l'instant. La vérité, c'est que nous avons survécu à quelque chose qui aurait pu nous détruire. Nous sommes différents maintenant, plus prudents, mais aussi plus forts. Nous savons que les monstres ne sont pas seulement dans les contes de fées. Que parfois, ils portent des visages familiers et des sourires chaleureux. Mais nous savons aussi que la vérité, dite courageusement même par la plus petite voix, vaincra toujours les mensonges les plus élaborés. Nous guérissons, un jour à la fois, une vérité à la fois. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé d'écouter les enfants dans votre vie, de faire confiance à leurs observations et de valider leur voix, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément pour moi, que vous partagiez vos propres expériences ou que vous offriez simplement votre soutien aux autres membres de cette communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies qui nous rappellent la force que nous portons même dans nos moments les plus sombres. Ensemble, nous ne sommes jamais seuls.